C'est terrible ce qui se passe, Laurence. Après 2 ans d'existence, Salto, le Netflix à la française, va peut-être disparaître à la fin du mois. Ouais, les 3 actionnaires, France Télévisions, TF1 et M6, doivent se rencontrer dans les prochains jours pour discuter de l'avenir de la plateforme selon le journal Le Monde. Le service avait déjà connu quelques tensions sur fond de tentatives de fusion entre TF1 et M6, fusion avortée depuis. Officiellement, chez TF1, aucune décision n'est prise. Mais selon les dires, Rodolphe Belmer, le nouveau directeur général, veut en sortir en fait de Salto. M6, de son côté, dit ne pas avoir de stratégie de sortie. Et France Télévisions, le seul actionnaire public, a besoin d'argent. Vendre sa part de Salto, 45 millions d'euros, aux 2 autres, les groupes privés, permettrait de boucler le budget 2023 du groupe audiovisuel français. Le service n'est pas rentable, donc ils veulent se débarrasser de Salto. Pourtant, Laurence, dans toute cette chienlit, en vrai, Salto, si on regarde, ça marche pas si mal que ça. Ouais, le journal Le Monde rappelle que Salto aurait déjà convaincu près d'1 million d'abonnés, contre 10 millions pour Netflix, mais on parle d'une plateforme française, et que les utilisateurs visionnent plus de 2 heures de contenu à chaque utilisation. Alors, il n'y a pas de quoi courir à poil sur les Champs-Élysées non plus, mais c'est pas rien pour une plateforme qui vient tout juste de fêter ses 2 ans. Et quand on sait que les fournisseurs d'accès Internet, en plus, ils n'ont pas soutenu Salto, il n'y a que Bouygues et Amazon qui la distribuent directement. En plus, parmi les abonnés, il y a plutôt beaucoup de jeunes. Ouais, 60% d'entre eux, les utilisateurs, ont au moins 35 ans, alors que... En fait, ce chiffre, il tombe à 10% pour la télévision classique, donc c'est pas mal. Oui, c'est vrai, voilà. En valeur absolue, c'est pas mal. Après, c'est 10% de plus de jeux. Bref, je n'ai pas envie de faire des pourcentages, je suis parti dans des maths, je me lance dans des trucs. Et en plus, tu payes 6,99 € par mois pour regarder du replay, en fait. Non, justement. Non, il y a plus de choses. Voilà, exactement. Tu payes pas que pour regarder du replay. J'ai loupé un mot. T'as quelque chose contre Salto, surtout. Mais pas du tout. Petit ange, parti trop tôt. Salto ne propose pas que du replay, figure-toi, Guérin. Il propose de la télévision en direct, des épisodes de séries françaises et de télé-réalité dispo avant leur diffusion télé, et même quelques exclusivités, comme le nouveau Prince de Bel-Air qui va bientôt débarquer sur la plateforme, et la réunion Friends et la réunion Harry Potter, c'était aussi sur Salto. Oui, et puis la nouvelle version de Sex and the City, la And Just Like That, aussi c'était en exclu là-dessus. Alors que va-t-il se passer à cette réunion magnifique TF1, M6, France Télé? J'y serai pas, donc je sais pas, mais selon un acteur du dossier interrogé par Le Monde, soit aucun des 3 ne met d'argent et il faut liquider Salto, soit l'un des partenaires ou un acteur extérieur rachète les parts des autres, mais il faut... allonger les billets dans ce cas-là. Donc tant qu'ils n'ont pas d'acheteurs, aucun d'entre eux ne peut sortir. Donc c'est soit ils trouvent quelqu'un pour racheter leur part, soit ils restent. Okay. Exactement. Et ça, c'est le scénario le moins probable, celui que je vais vous donner maintenant. TF1, M6 et France Télé s'entendent pour renforcer Salto. Alors au journal Le Monde, il ne précise pas les pertes. Thomas Follin, le patron de Salto, rappelle que la rentabilisation de ces modèles de plateforme est longue. En fait. Ouais, on vous le dit souvent aussi dans Réseau. Il prend pour exemple Thomas Follin, le Spotify. Spotify, la plateforme de streaming musical qui a 16 ans, elle est toujours pas bénéficiaire. Le dirigeant préfère mettre l'accent aussi de Salto sur son utilité dans les enjeux de souveraineté culturelle de la France. Salto investit en effet dans la fiction et soutient la création française. En plus, TF1, M6 et France Télévisions, Guérin, ne perdent pas complètement à soutenir la plateforme. Elle leur verse des droits d'acquisition de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an quand même. Une somme insuffisante mais qui contribue à l'amortissement de leurs propres dépenses. Alors s'ils killent la plateforme, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place? Plutôt que Salto, Rodolphe Belmer, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le directeur général de TF1, il est plutôt partisan pour l'offre de streaming gratuite de TF1 et pour nouer des partenariats avec Netflix, par exemple, avec les géants du streaming qui existent déjà. TF1 a déjà une offre payante en plus, MyTF1, Max, sur laquelle on trouve le live de Star Academy, par exemple. Wow. Idem pour M6, à la tête de Six Play Max, là, la version payante de son offre de replay gratuit. Sur Twitter, en tout cas, il faut parler d'eux quand même, parce qu'il y a 1 million de personnes qui est abonné à Salto. Les abonnés, eux, ils sont déçus. Pour Baptiste, par exemple, il a dit « La plateforme Salto doit rester ouverte, plein de séries en exclu qu'on trouve pas ailleurs ». Et on continue, à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde, le département du 93, la Seine-Saint-Denis, lance une campagne de prévention contre les paris sportifs en ligne. Ouais, une campagne à destination des jeunes des quartiers cibles privilégiés, des sites de paris en ligne. Les publicités, elles sont
conçu pour eux, hein, avec des acteurs à leur image et des messages en fait qui leur parlent, qui véhiculent l'idée selon laquelle les paris sportifs peuvent contribuer à la réussite sociale. Exemple, la campagne Tout pour la daronne là, de Winamax qui était sortie en mars dernier et qui a vite été supprimée par demande de l'Arcom. Et selon l'autorité nationale des jeux, il y a un tiers des 15-17 ans et même plus qui jouent, alors que même ces paris sont interdits aux mineurs. Ouais, un autre chiffre aberrant, un quart des jeunes parieurs de moins de 18 ans ont déjà vendu un objet ou emprunté de l'argent pour continuer de jouer. Pourquoi lancer la campagne en Seine-Saint-Denis au fait? Parce que c'est le département français où il y a le plus de jeunes de moins de 25 ans. Et aussi parce que selon les prévisions de l'autorité nationale des jeux, la prochaine Coupe du Monde au Qatar sera l'événement sportif où les mises sur Internet seront les plus importantes. Au minimum, 530 millions d'euros seront joués en France. C'est 70% de plus par rapport au précédent mondial en Russie. À l'approche de la compétition, l'Arcom, ex-CSA, a récemment renforcé les règles de la publicité pour les paris sportifs. Désormais, elle est interdite sur les plateformes de streaming et de replay, mais c'est loin d'être suffisant par rapport à d'autres pays européens. La France est très laxiste dans sa législation. Addiction France veut aller plus loin d'ailleurs et demande depuis plusieurs années une loi E20 sur les jeux. Bon, regardez ou boycottez les matchs, les potos, mais surtout, ne pariez pas, sauf si vous voulez mettre juste 1 euro sur le Sénégal. À part ça, j'accepte pas. Bon, maintenant, Kiran, les cryptos sont en train de vivre la pire crise de leur histoire. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Jusqu'à il n'y a pas longtemps, Laurence, le monde des cryptos, il y avait 2 leaders dans les plateformes d'échange, c'est-à-dire les sites pour vendre, acheter, stocker. Le numéro 1, c'est Binance, dirigé par le sino-canadien Changpeng Zhao, qu'on appelle CZ aux États-Unis. Et un numéro 2, FTX, la plateforme à la progression fulgurante, fondée par un jeune milliardaire des cryptos, Sam Bankman-Fried, qu'on appelle SBF. Le 29 octobre, le patron de FTX lance un pic à CZ sur Twitter. Sans le savoir, il va démarrer une guerre nucléaire dans la crypto. Oui, parce que le patron de Binance a des infos sur son concurrent. Comme par hasard, début novembre, Coindesk, un des principaux sites d'actualité de crypto, publie des documents fuités sur l'état des finances de FTX. Alors ils ont bien des milliards, mais la majorité des fonds sont bloqués dans des projets de monnaie, notamment le FTT, leur monnaie virtuelle qu'ils ont créée chez FTX. En gros, ils ont plein de caillasses, mais si tout le monde décide de retirer son argent, et ben en fait ils pourraient pas les payer parce que les liquidités sont bloquées. Un peu comme en 2008, quand les banques avaient de l'argent, mais tout était placé sur des actions immobilières pourries, donc tout s'est écroulé. Concrètement, exactement, il y a 10 jours, les clients de FTX, ceux qui avaient déposé leur argent, en entendant les infos là, ils ont un peu paniqué en disant qu'est-ce que vous faites avec notre fric exactement. Alors SBF, le patron d'FTX, il s'est montré rassurant en disant que Binance essayait juste de déstabiliser un concurrent et personne ne voulait croire à une chute puisqu'ils avaient des milliards. Sauf que CZ, le patron de Binance, il a continué son opération de déstabilisation de guerre éclair. Il avait lui-même plus de 2 milliards dans la monnaie de FTX, qui s'appelle le FTT donc, et il a tout vendu d'un coup. 2 milliards. Le cours a chuté de 30%. Et donc tous ceux qui avaient des FTT, là, ils ont dit on va vendre aussi avant de perdre trop. Et FTX a dû bloquer toutes les transactions et avouer on n'a plus d'argent en fait. On ne peut plus payer. En fait, CZ avait raison, FTX est au fond du trou. Et comme des dizaines de milliards sont en jeu, le patron de Binance a dit je rachète FTX et comme ça je sauve tous les clients. Bam, échec et mat. Le numéro 1 des échanges de crypto tue le numéro 2 en 5 jours et devient le maître incontesté du marché. Mais ça repart encore plus en couille parce que Binance, avant de racheter, ils disent attendez, on va quand même regarder un peu le livre de compte. Et ils ont dit non, on va rien racheter du tout. Parce qu'en fait, FTX, c'est un bordel. Ils avaient leur plateforme, mais en plus, ils avaient un fonds d'investissement. Et comment ils finançaient ce fonds d'investissement? Ils prenaient l'argent des clients de FTX sans leur accord. En fait, c'est comme si ta banque, elle prenait l'argent qu'il y a sur ton compte quand tu dors, et elle va au casino. Et elle gamble sur la roulette. Quand ils gagnent, ça va. Ça veut dire que si tu viens le lendemain retirer, ils peuvent te filer 2-3 billets. Mais si tout le monde vient et qu'ils ont perdu, paf, t'es foutu. C'est une pyramide de Ponzi en fait. Okay. Donc pour continuer à avoir des clients qui continuent à mettre chez eux, il n'y a que comme ça qu'ils peuvent continuer à marcher. Et ils claquaient énormément en communication. Il y a des youtubeurs de moins d'1 million d'abonnés spécialisés dans la finance qui prenaient 50 000 par mois par FTX. Un bordel. Le 11 novembre, FTX, face à toutes les accusations, ils déposent le bilan et ils disent on va vendre tout ce qu'on a et on va rembourser tout le monde. Le lendemain, ils ont dit on peut pas, on a été hacké. Et comme ça, pouf, les 10 milliards de FTX a disparu. Et le patron SBF, là, il est introuvable, il pourrait être en fuite dans les Bahamas ou en Argentine. Ah oui, le plus gros crash de l'histoire des crypto-monnaies, c'est la crise de 2008, mais version crypto. Alors est-ce que c'est la fin des crypto-monnaies ?
Non. Mais c'est la promesse des cryptos de dire nous on a une alternative aux banques qui vous mentent, nous on est transparent, aux chiottes, parce que là c'est clairement la même chose que la crise de 2008. Et ensuite, pour tous ceux qui se demandent est-ce qu'il faut faire confiance au placement de produits financiers des youtubeurs finance, moi je pense que la question elle est vite répondue. Réseau. Laurence, on arrive sur l'enquête que tu nous proposes tous les jours. Et là, on va aux Pays-Bas parce qu'un algorithme raciste a plongé des milliers de familles dans la misère. Elles ont mis leur vie en suspens pour éponger une énorme dette dont elles ignorent la cause, plongée dans la Toslagen affaire, l'affaire des allocations familiales, une enquête du site d'investigation Mediapart. Depuis 2012, 25 000 à 35 000 familles auraient souffert de cette affaire, fruit d'une succession de faillites de l'État, présomption de culpabilité envers des ménages de bonne foi, confiance aveugle dans un algorithme xénophobe, intransigeance d'une administration sourde aux alertes et à la détresse. Important pour la suite de l'histoire, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, le gouvernement assume totalement ne pas faire confiance aux allocataires sociaux. Exactement, d'ailleurs depuis 2013, pour augmenter les contrôles à moindre coût, un algorithme donc attribue à chaque bénéficiaire un score de risque de 0 à 1, selon la probabilité supposée que sa demande soit incorrecte ou frauduleuse. Il fonctionne en boîte noire, l'algorithme, c'est-à-dire que même les agents chargés de prendre en main les dossiers après leur signalement ignore les critères. Et à Eindhoven, au sud-est des Pays-Bas, Liane Jansen raconte à Mediapart avoir reçu une première lettre des impôts en 2014. Exactement, la jeune femme qui a aujourd'hui 32 ans est alors en stage et son mari d'origine turque travaille à l'usine. Le couple perçoit une aide pour financer l'assistance maternelle de leur fille de 3 ans. L'assistante maternelle de leur fille de 3 ans. Environ 580 000 foyers aux Pays-Bas reçoivent cette allocation destinée à couvrir une partie des frais de garde des parents. Son montant peut couvrir jusqu'à plus de 90% de la facture de la crèche ou bien de la nourrice, mais il fluctue en fait ce montant selon de nombreux paramètres, d'où un risque plus élevé d'erreur que pour d'autres prestations. Eliane et son mari, ils ont été obligés de prouver que l'allocation servait bien à payer la garde pour leur fille. Exactement, ils fournissent des justificatifs. Du coup. Mais les impôts en réclament toujours plus, sans préciser quels documents ils veulent selon la trentenaire. Puis l'aide, elle s'interrompt et arrivent les mises en demeure de rembourser 7 000 €, puis 9 000, 5 000 €, soit des années d'allocation que le couple aurait perçu indûment. Ces demandes d'explication, elles restent lettre morte à Liane. Elle n'a d'autre choix que de payer. Je n'avais plus d'aide et donc plus de quoi payer la nourrice. J'ai arrêté mes études pour rester à la maison et mon mari s'est mis à enchaîner les heures sup. On a emprunté de l'argent à nos proches pour éviter les huissiers et déménager en catastrophe tellement nous étions ruinés. Le couple a dû rembourser plus de 22 000 € avant que l'État n'avoue son erreur. Des spirales infernales comme celle-ci, des milliers de parents l'ont vécu aux 4 coins des Pays-Bas. Des familles basculent dans la pauvreté, des parents se brisent de la tête aux pieds, des couples éclate, raconte une manageuse de crèche impuissante. Dans le centre de Rotterdam est Stéphanie Zut, d'origine dominicaine. Elle est mère célibataire, vendeuse de produits de coiffure et elle assure avoir subi le même sort. J'ai dû lancer d'autres activités à côté, travailler 7 jours sur 7 pour survivre. C'était insensé, mais je me croyais seule et j'avais honte. Et c'est une enquête parlementaire en décembre 2020 qui transforme cette histoire en une affaire d'État. Exactement. Elle révèle qu'au total, entre 2012 et 2019, 25 à 35 000 personnes, comme je vous le disais, ont été accusées de fraude à tort dans 94% des cas. Les députés indignés accusent le fisc, mais aussi la justice qui a débouté les familles d'avoir violé les principes fondamentaux de l'état de droit. Et c'est l'utilisation d'un algorithme raciste qui est pointé du doigt. C'est une machine xénophobe selon Amnesty International. L'algorithme des allocations familiales dont je vous ai parlé tout à l'heure contrôle en priorité une grande majorité d'étrangers ou de binationaux. La nationalité, elle compte comme un facteur de risque pour l'algorithme et les agents du fisc suivent aveuglément en fait cette proposition de l'algorithme. En plus, quand une fraude était attribuée à un allocataire d'origine étrangère, le fisc pouvait cibler ses contrôles sur les bénéficiaires de même nationalité. Donc c'est un cercle sans fin. Donc imaginons un Cap-Verdien d'origine se fait choper parce qu'il a fraudé le fisc ou les allocations. L'algorithme dit bon allez hop, on contrôle tous les Cap-Verdiens des Pays-Bas. De Leeuwarden à Amsterdam, j'en ai rien à foutre, bam bam bam, on ratisse tous les coffee shops partout. Et c'est complètement illégal. Complètement illégal et discriminatoire dans la loi française comme néerlandaise d'ailleurs.
Suite à la Toslagun affaire, le gouvernement a démissionné en janvier 2021. Et en 2022, en février, les victimes ont reçu une lettre du Premier ministre qui admet. Notre façon de travailler par le passé vous a porté préjudice. Vous n'avez pas commis de fraude. Nous vous présentons nos sincères excuses. Les victimes ont commencé à recevoir une indemnité de 30 000 €. Et c'est loin de couvrir tout ce qu'ils ont pu débourser. Sans parler des blessures immatérielles, tout ce qui se passe dans le cerveau à cause de ça, dans le corps, l'impact sur la santé mentale. Toutes ces vies en fait et ces destins brisés à cause de ça. Très compliqué pour une société de se remettre de ce genre d'affaires. Et les Pays-Bas n'en ont pas fini avec cette Toslagun affaire là. Beaucoup de parents continuent à se battre pour obtenir réparation. Pendant ce temps, des voix s'élèvent aussi. Le gouvernement est critiqué par l'opposition. Rien n'a changé. L'administration est irresponsable, opaque, toujours méfiante à l'égard des allocataires sociaux. Quant aux algorithmes qui prétendent automatiser la détection des fraudes, ils n'ont rien de nouveau. Ils se multiplient en Europe, Guiran, depuis une dizaine d'années, y compris en France, notamment à la CAF. Le service public est sacrifié en fait au profit des machines. Je vous en reparlerai ici dans Réseau bientôt. Une députée européenne néerlandaise a mis en garde l'Union européenne et a appelé à interdire l'utilisation des critères ethniques. Faute de quoi, pour elle, ce scandale néerlandais ne sera pas le seul en Europe. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guiran.